Vous avez été nombreux à la demander, nous l'avons enfin organisée. La première Makers Conférence se tiendra Inch'Allah le samedi 20 avril 2024 à Paris, La Défense. Cet événement d'une journée, organisé par Muslim Makers, rassemblera des acteurs engagés de la communauté musulmane pour explorer des thématiques clés d'actualité telles que le leadership, la culture au travail, les nouvelles technologies, l'investissement et l'entrepreneuriat. La Makers Conférence est aussi l'occasion unique de s'inspirer et de réseauter avec d'autres Muslim Makers, de partager vos idées et de collaborer pendant toute une journée dans un espace adapté et élégant, pouvant accueillir plus de 150 personnes. Pour réserver vos places, rendez-vous sur makersconference.fr. En plus de ça, je vous ai réservé un petit cadeau, une réduction de 20% à durée limitée avec le code promo MuslimMakers. Les détails pour en profiter sont en description de l'épisode. Hâte de vous voir sur place. Salam alaikum, bienvenue sur Muslim Makers, le podcast pour t'inspirer des acteurs musulmans de notre communauté, apprendre de leurs expériences et développer ton potentiel. Fullsoon, en fait, c'est une solution d'intelligence artificielle. C'est une solution de gestion de stock prédictive qui permet aux restaurateurs de réduire le gaspillage alimentaire dans son restaurant en maîtrisant mieux la gestion de ses coûts matières. En fait, ce que Fullsoon permet de faire, c'est de prédire le nombre de clients qui vont venir au restaurant, les plats qui vont être commandés, la quantité exacte d'ingrédients dont on a besoin pour préparer les repas, et ensuite de passer commande automatiquement auprès de son fournisseur euh, avec ces prédictions-là. Tu peux suivre les dernières informations du podcast en t'abonnant à la newsletter, au compte Instagram Muslim Makers et en rejoignant le groupe Telegram. Tous les liens sont en description. Bonne écoute. Ok. Salam alaikum wa rahmatullah Hassan. Alaykoum salam, Abdelrahman. Comment vas-tu? Ça va super et toi? Merci de m'accueillir aujourd'hui. Plaisir est pour moi de t'accueillir sur mon podcast. Je suis très honoré de t'accueillir. Tu sais que ton profil a été partagé sur le groupe Telegram du podcast par les auditeurs. Ok. Je te connaissais pas avant. Il y a des Ah, auditeurs qui ont super. sorti des articles, des podcasts. Ils m'ont dit, ouais, faut que tu l'invites et tout, faut que tu lui demandes. J'ai fait OK. C'est comme ça que je t'ai contacté sur LinkedIn. Trop cool. Ton prénom entier, c'est Hassan Ali. Hassan Ali ou Hassan Ali. C'est ça, c'est Hassan Ali. Ouais. C'est Hassan Ali, Comment ouais. t'appelles les gens? Hassan, Ali, les deux? Hassan, ça suffit. Hassan. Ok. Tu es en région parisienne actuellement? C'est ça. Je suis basé à Levallois. Ok. J'ai grandi, je suis originaire du 95, Ouais. vers Villiers-le-Bel. Et puis Mhm. là, récemment, j'ai déménagé enfin, je suis plus sur Levallois parce que j'ai pris les bureaux de la boîte sont basés là-bas. Du coup, Ok. je suis plus dans ce secteur-là en ce moment. La fameuse boîte, on va en parler. Donc, Full Moon, hein, c'est bien ça? Full soon, full soon. Full Soon, pardon. Hop, ça, je vais couper. Mais tu sais que tout le monde fait l'erreur et Ah les ouais? appelle full moon. Et du coup, on a fait ce petit slogan full soon to the moon. Ah ouais, d'accord. Ah bon, bah ça va, Full soon to the je me moon. sens moins coupable Du alors, coup, ça t'es va. pas le premier, t'es pas le premier. Ça va, si je suis pas le premier, voilà. Si ça avait été que moi, j'aurais coupé au montage, mais là, vu que pas mal de gens font l'erreur, je vais le laisser. Donc, full soon. Ah, Donc, Hassan, pour commencer, je vais te proposer de te présenter rapidement, nous dire qui tu es, ce que tu fais, nous parler aussi rapidement de full soon. ok, ça marche. Bah écoute, moi je m'appelle Hassan Ali, j'ai 28 ans. Enfin, j'ai grandi dans le 95 en région parisienne. Je suis data scientist, moi de formation. Je suis diplômé en stats. J'ai travaillé comme data scientist d'abord dans le domaine de l'industrie pour Saint-Gobain, où je m'occupais de faire la prédiction d'apparition de défauts sur le verre dans les usines de production de verre. Euh, et ensuite, j'ai travaillé comme data scientist pour le groupe Accor, où je m'occupais en fait de faire la prédiction du nombre de clients qui venaient à l'hôtel. Mhm. Et puis, en fait, de fil en aiguille, après, j'ai lancé ma boîte avec mes deux sœurs. On a lancé du coup Fullsoon. Fullsoon, en fait, c'est une solution d'intelligence artificielle. C'est une solution de gestion de stock prédictive qui permet aux restaurateurs de réduire le gaspillage alimentaire dans son restaurant en maîtrisant mieux la gestion de ses coûts matières. En fait, ce que Foodsoon permet de faire, c'est de prédire le nombre de clients qui vont venir au restaurant, les plats qui vont être commandés, la quantité exacte d'ingrédients dont on a besoin pour préparer les repas, et ensuite de passer commande automatiquement auprès de son fournisseur euh, avec ces prédictions-là. D'accord. Donc, vos clients, c'est quel type de clients? Des hôtels, des restaurateurs?
C'est des clients qui sont, il y a des profils qui sont différents. Nous, la solution, elle peut être utilisée par tout type de restaurateur. Mhm, Euh, Maintenant, nous, nos clients principaux, ben, ça va être la restauration chaînée franchisée. Donc, c'est tout ce qui va être McDo, Burger King, Géladal, tous ces trucs-là, tous ces restos-là. Après, on a beaucoup de restauration hôtelière, puisqu'on a le groupe Accor qui est actionnaire mhm. de la boîte. Donc, on a pas mal de restaurants d'hôtel. Et ensuite, on a tout ce qui est dark kitchen, boulangerie, tout ça aussi qui utilise la solution. Ouais. Alors, avant de rentrer dans le détail de cette industrie, pourquoi est-ce que tu t'es lancé dans ce business, dans ce projet fou? C'est un peu, il y a plusieurs raisons qui m'ont poussé à me lancer dessus. Ben, déjà, la première, c'est un combat qui m'est un peu personnel, c'est le gaspillage alimentaire. Ouais. Euh, euh, En fait, depuis 2012 à peu près, je bosse dans une asso qui s'appelle Au cœur de la précarité, qui a été Mhm. montée par des Très connu. copains à moi. Euh, et je les ai rejoints hyper tôt dans leur développement, où en fait on a récupéré les invendus dans les restaurants, les grands magasins. Et puis après, petit à petit, ben, en fait, on en faisait des repas qu'on allait distribuer. Et en Mhm. fait, rien qu'avec les invendus, on a réussi à distribuer 1 million de repas. Et du Waouh. coup, je me suis dit, ben, on arrive à capter ne serait-ce En combien de temps? que peut-être le million de repas. C'est en 10 ans, on a réussi à atteindre ce niveau-là. D'accord. En 10 Ok. ans, on a réussi à atteindre ce niveau-là. Euh, et là, ben, là aujourd'hui, c'est un peu plus de environ entre 150 et 200 bénévoles. Il y a plusieurs salariés aussi dans le cas de la précarité. On a plusieurs pôles. Le pôle alimentaire, on a un pôle de scolarisation des enfants, d'accompagnement scolaire pour les enfants, donc beaucoup de scolarisation d'enfants roms, Mhm. euh, des actions à l'international aussi, principalement au Niger. Donc l'association s'est bien développée. Et en fait, moi, quand je voyais la quantité de nourriture qu'on arrivait à récupérer et qu'on arrivait à revaloriser, je me disais qu'en fait, il fallait faire quelque chose pour en fait, que cette nourriture-là, ce gâchis-là, il n'existe pas. Parce que nous, on Mhm. arrivait à revaloriser ne serait-ce que peut-être 0,0001% de la nourriture qui était jetée, ne serait-ce qu'en région Ouais. parisienne. Et en fait, il y a des énormes quantités qui sont jetées. Là, dans le monde, on parle d'entre 1,5 et 2 milliards de tonnes de nourriture qui sont jetées Ouais. chaque année dans le monde. Et en parallèle, il y a 1,8 milliard de personnes qui sont en insécurité alimentaire. Ouais. À peu près un tiers de la nourriture qui est produite dans le monde qui est jetée, Ouais. ce qui est énorme. Et en fait, quand j'ai intégré le groupe Accor, moi, je me suis occupé j'étais en charge en fait de la prédiction du coup du nombre de clients qui venaient à l'hôtel. Et, euh, Mhm. et en fait, à chaque fois que je partais dans des hôtels du groupe, j'assistais un peu à la même scène. À la fin du petit déjeuner, ils étaient en train de jeter la moitié du buffet qui Ouais. n'avait pas été consommé par les clients. Et après, ça me faisait vraiment hyper mal d'assister à cette scène-là tous les jours. Et puis, j'en parlais avec mes deux sœurs, Misbah et Teiba, avec deux de mes sœurs, parce qu'on est 6 frères et sœurs au total. Et, euh, Ouais, Balek. et on s'est dit, mais si on arrive à prédire le nombre de clients qui viennent à l'hôtel, pourquoi est-ce qu'on n'arriverait pas à prédire le nombre de clients qui vont venir au restaurant, les plats qui vont être commandés et la quantité exacte d'ingrédients dont on a besoin pour préparer les repas? Ouais. Et en fait, à partir de ce moment-là, on s'est dit, j'ai proposé l'idée en interne au groupe Accor. J'ai proposé l'idée en interne au groupe Accor et ils ont plutôt accroché à l'idée. J'ai fait un programme intrapreneurial. Du coup, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, l'intrapreneuriat, c'est une super bonne euh, opportunité, c'est une super bonne solution pour ceux qui travaillent dans des grandes boîtes. C'est la possibilité, en fait, de lancer une entreprise au sein d'une grande boîte. Euh, du coup, j'ai fait ça pour lancer cette solution-là. Les premiers résultats étaient hyper encourageants et en fait, en tout début 2022, il y avait la CCI qui organise tous les ans en fait un concours pour récompenser les meilleures créations d'entreprises. Et on avait remporté le concours de la meilleure création d'entreprise 2022. Et à ce moment-là, il y a un investisseur, un grand entrepreneur français qui est venu nous voir et qui nous a dit, bah, écoutez, ça marche, ça a l'air de hyper bien marcher. Euh,
Moi, je pense qu'il faut offrir cette solution-là à des restaurants en dehors du groupe Accor aussi. On s'est dit que ben, c'était une super bonne idée. Et ben, nous, on a toujours voulu lancer une boîte ensemble avec deux de mes sœurs, Miss et Eva. Du coup, on a saisi l'opportunité. En février 2022, on a sorti la boîte du groupe Accor. Accor est devenu actionnaire de Fullsoon. Euh, et puis, on a décidé de lancer ça avec ben, Miss et Eva. Excellent, très bien. Quand est-ce que tu t'es rendu compte en fait que, enfin, tu as cette envie en fait pour l'entrepreneuriat, pourquoi enfin, l'intrapreneuriat pour le coup, de lancer ton propre projet? Quand tu étais au cœur de la préparité, j'imagine que tu étais encore au début étudiant, parce que tu C'est as ça, 28 ans, hein. Donc tu étais c'est une ça partie, en exactement. partie étudiant, puis vers la fin, tu travaillais en tant que, enfin, chez Accor. À quel moment tu t'es dit, faut que je lance mon propre projet, ou bien faut que, enfin, tu t'es été intéressé par lancer un projet en dehors que le salariat classique? Ben, écoute, moi, quand j'avais commencé à bosser, j'étais en alternance. Le premier jour où je suis arrivé en alternance, que j'ai ouvert mon ordi et que je me suis assis derrière une chaise, j'ai su tout de suite que j'allais pas faire long feu dans le salariat et qu'il fallait que je lance mon propre projet. Nous, c'est quelque chose qui a été infusé très tôt chez nous par mon père. Euh, Mon père, il était arrivé en France sans rien. Et puis, il a toujours lancé des projets, lancé des entreprises. Il nous a toujours dit une phrase, moi, qui m'a toujours marqué, c'est la chose que vous avez de plus précieux, c'est votre temps. Donc, ne vendez pas votre temps. Ne vendez pas votre temps. Et puis moi, ça m'a toujours marqué depuis que j'étais petit. Il me répétait ça. Et ben, je me suis toujours dit, c'était un peu du lavage de cerveau qui nous faisait de lancer nos boîtes. Puis enfin, nous, on était toujours, on a eu des beaux parcours scolaires avec dans toute la famille. Et même si on est arrivé major de promo, etc., mon père nous disait toujours l'éducation, c'est bien. Il nous a toujours poussé à, ben, pousser dans les études, Mhm. mais il nous a toujours dit, utilisez les connaissances que vous allez acquérir dans vos études pour lancer votre propre business. Ouais, d'accord. J'ai fait un peu de recherche sur toi, j'ai vu que tu as fait des, enfin, comme ils ont partagé les auditeurs et les auditrices sur toi, d'autres podcasts que tu as fait. Tu racontes dans l'autre podcast que tu as fait un voyage à l'étranger, enfin plusieurs voyages, qui t'ont visiblement encore plus poussé à agir. Est-ce que tu peux raconter rapidement l'histoire et comment est-ce que ça t'a aussi poussé à agir peut-être? Ouais, ouais, bien sûr. Alors, en fait, du coup, à l'école, l'association au cœur de moi, euh, c'était en 2018, je crois, Mhm. la fin de mon expérience, à la fin de mon expérience chez Saint-Gobain, avant de chercher un autre boulot. J'avais envie de faire un petit break, j'avais envie de prendre un peu de temps pour moi. Et à ce moment-là, du coup, j'ai décidé d'aller faire un petit tour du monde. Et à ce moment-là, j'étais au Vietnam. J'étais au Vietnam, je me souviens, et je reçois un coup de fil d'un docker de la précarité qui nous disent que ben, il y a un orphelinat qui les a contactés sur Facebook, un orphelinat au Niger, et qui avait besoin, en fait, qui leur disait qu'ils avaient énormément de besoins, qu'ils avaient un peu plus de 700 orphelins à charge. Il y avait 700 orphelins à charge. À ce moment-là, le pays était énormément affecté par Boko Haram et qu'ils n'arrivaient plus à subvenir aux besoins des enfants. Et à ce moment-là, moi, j'étais un des seuls de l'assaut qui était pas marié, qui était jeune. S'il disparaissait, il manquerait à pas grand monde, entre guillemets. Et du coup, ben, je suis parti au Niger. Et en fait, ben, on prenait c'était au moment de l'Aïd. C'était au moment de l'Aïd. Du coup, en fait, on avait récupéré l'argent pour faire les sacrifices et on avait fait faire les sacrifices au Niger, en plus de l'accompagnement qu'on fournit à l'orphelinat. Et en fait, quand je suis parti là-bas, que j'ai observé la situation dans laquelle enfin, les gens étaient en train de vivre, c'était hyper, presque traumatisant en fait. C'était hyper traumatisant parce qu'on a beau en fait avoir cette connaissance de qu'on est tous inégaux, qu'il y a une partie du monde, il y a énormément de monde qui vivent avec des ressources qui sont hyper limitées.
quand tu es face au fait accompli, quand tu es face à une famille, à des 700 enfants qui sont là, qui n'ont pas d'eau, qui n'ont pas d'eau courante, qui n'ont pas accès à une nourriture saine, là, tu te dis qu'en fait, les inégalités, c'est pas juste un concept que tu étudies dans tes cours d'histoire géo, dans tes cours d'économie, que tu vois sur des vidéos sur Insta, mais qu'en fait, c'est vraiment des vies humaines qui sont impactées derrière, que ça aurait pu être n'importe qui, en fait. Et à ce moment-là, tu te dis que tu peux pas rester sans rien faire. À ce moment-là, vraiment, je me dis que je peux pas rester sans rien faire, que, qu'il faut que j'agisse, que l'accompagnement, enfin, les actions que je mène avec l'association, elles sont pas suffisantes, que, il faut que j'utilise mes connaissances, il faut que j'utilise tout ce que, enfin, toutes les connaissances que j'ai acquises, le petit réseau que j'ai pu construire pour en fait avoir un impact à plus grande échelle. Donc, à partir de ce moment-là, quand j'ai vu en fait ces scènes-là, presque de famine en fait, hein, ces scènes presque de famine, je me suis dit qu'à un moment ou à un autre, il faudrait que j'agisse. Donc, à partir de là, dès que je suis revenu, j'analysais un peu tout ce que je voyais sous le prisme de comment est-ce que je pourrais avoir un impact. Comment est-ce que je pourrais avoir un impact? Et puis dès que j'ai vu qu'il y avait une possibilité de le faire ben, avec le gaspillage dans les restaurants, je me suis dit qu'il fallait que je saisisse l'occasion. Ouais. Euh, c'est vrai que c'est quelque chose qui, enfin, on en parle souvent, enfin, on voit souvent à la télé, on sait que dans les pays pauvres, les gens souffrent, et on voit aussi en France qu'il y a beaucoup de déchets qui sont faits. On a ces images des bennes remplies, alors que voilà, c'est du grand supermarché qui vide leurs invendus dans les poubelles directement et qui même met de la javel parfois. Ça, c'est vrai que c'était quelque chose qui était fait jusqu'à très récemment. Après, on a de la chance en France. C'est un peu un des pays qui est moteur sur le Ah, sujet. c'est Ils ont interdit. passé la loi anti-gaspi il y a quelques années. C'était porté par Arash Derahambarch. C'était un avocat euh, qui a en fait fait passer la loi qui empêche justement les grandes surfaces de plus d'une certaine taille à jeter leurs invendus et surtout à ben, cette pratique-là de mettre de la javel, pardon, Ouais. de mettre de la javel dessus. Donc aujourd'hui en France, ça se fait plus, mais c'est encore hyper répandu dans plein de pays d'Europe et du monde. Hmm. Ouais. Et donc, est-ce que cette loi-là, du coup, vous facilite, vous, parce que du coup, ils doivent en faire quelque chose de ces invendus, et c'est un coût supplémentaire de traiter ces invendus-là. Du coup, est-ce que ça vous aide, vous, dans votre business? Nous, dans notre business, nous, pas forcément, pas directement. Après, ça a un énorme impact sur le côté associatif, Ouais. que ce soit au cœur de la précarité ou un autre. En fait, vu que les grandes surfaces ont l'obligation de donner les aliments qui sont encore propres à la consommation, en fait, ça a augmenté la quantité de dons. Du coup, sur le côté associatif, c'est un impact non négligeable. Maintenant, sur la partie business, ça n'a pas eu forcément un impact sur notre business à nous. Mhm. Maintenant, en fait, ça a créé une dynamique parce que la loi anti-gaspi, derrière, elle a donné lieu à d'autres lois, par exemple sur l'obligation de mettre à disposition des doggy bags euh, dans les restaurants, donc plein de lois qui en ont suivi. Et en fait, tout ça, ça a créé un peu une dynamique de OK, il faut qu'on agisse sur l'anti-gaspi. Et ben, cette dynamique-là, aujourd'hui, ben, on en bénéficie. Donc, Ouais. du coup, ça n'a pas un impact direct, mais ça crée une émulation et cette émulation-là, nous, on en profite. Tu disais le chiffre 30% de gaspillage, c'est dans le monde ou en France, ça? C'est dans le monde. C'est dans le Dans le monde. En monde? fait, on a Mhm. un peu plus ouais, d'un tiers de la nourriture qui est produite dans le monde qui est jetée. Ouais. Donc, pour deux plats cuisinés, il y en a un qui part à la poubelle. Donc, sur trois plats, il y en a un qui part à la poubelle. C'est ça, exactement. C'est énorme. Et en France, est-ce que tu as des chiffres sur, par rapport à ce que tu fais toi? C'est quoi ta value proposition, la proposition de valeur, donc ce que tu proposes à tes clients? Donc, à quel point est-ce que tu peux réduire ce déchet et de mieux gérer en fait cette logistique? Ouais. Alors nous, en fait, la solution, comment elle fonctionne? Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on vient se connecter au logiciel de caisse des restaurants et on Mhm. vient récupérer en fait tous les tickets de caisse qui ont été mis pour savoir l'heure à laquelle le client est venu, le plat qu'il a commandé, le prix qu'il a payé.
Et en fait, à D'accord. partir de cet historique-là, nous, on va venir ajouter, en fonction de la localisation du restaurant, tous les événements externes qui peuvent impacter la vie du resto. Donc, ça va être, par exemple, s'il y a un match de Ligue des Champions ce soir, la météo, les vacances scolaires, les grèves, le ramadan, un peu tous les événements, que ce soit sportifs, culturels ou même des promotions marketing, on va venir les Ouais. récupérer et on va venir les combiner avec les consommations historiques pour analyser, en fait, ta pizza margarita, comment les ventes varient quand il fait beau, quand il fait moins beau, quand il y a un match de foot, pour derrière en fait faire des prédictions sur combien de clients vont venir, les plats qui vont être commandés et la quantité exacte d'ingrédients dont on a besoin pour préparer les repas. Et en fait, une fois que tu arrives à faire ça, derrière, tu peux automatiser les stocks, la gestion des stocks, automatiser les inventaires et en fait passer commande au bon moment auprès de tes fournisseurs avec les bonnes quantités d'ingrédients. Mhm. Aujourd'hui, c'est un peu quelque chose qui est fait au doigt mouillé par les restaurateurs qui se disent un peu par habitude, allez, je vais chez Métro, j'achète, j'en sais rien, 10 kilos de poulet par jour, 100 kilos par semaine ou quoi et qui vont pas forcément en fait avoir de la visibilité sur les différents événements qui peuvent impacter la fréquentation de leur resto et du coup ça peut causer de la perte ou des ruptures de stock. Mhm. Et nous en fait c'est là qu'on intervient parce qu'en fait on a développé des modèles qui sont hyper précis. Typiquement pendant la Coupe du Monde sur tout le segment fast-food on avait des prédictions qui étaient précises à plus de 94% sur le nombre de clients qui venaient au resto et les plats qui étaient commandés. Et, euh, D'accord. et derrière, ben, ça permet de réduire déjà le gaspillage d'un tiers en moyenne. Ça va ouais, un peu aux alentours de 30% en moyenne, où on arrive à dépasser les 50, 60, même 70% parfois. On a déjà eu ces cas-là. Et ça permet aussi pour le restaurateur en fait, réduire ses coûts matières, donc les dépenses qu'il réalise dans l'achat de coûts matières. En moyenne, il est estimé à 6%. Et ça lui permet aussi de gagner du temps. Les restaurateurs, ils passent énormément de temps euh, servir leurs clients, faire leurs inventaires, passer les commandes, etc. Et du coup, nous, en automatisant toute cette chaîne de production-là, on arrive à économiser 20 heures en moyenne pour le restaurateur dans le temps qu'il passe dans la gestion de son restaurant. 20 heures mensuelles, 20 heures hebdomadaires. par mois, ouais. 20 Ah, heures par d'accord. mois. D'accord, bah, c'est énorme. Tu as accès aux invendus, tu as accès à la matière qui n'a pas été produite, tout ce genre de choses. Moi, tu sais que par rapport à ton modèle de Ouais, prédiction, alors, enfin de pour savoir, voilà, je te laisse détailler. ouais, il y a plusieurs choses qui ont été faites. Nous, déjà, euh, ce qu'on regarde, c'est les achats qui sont effectués pour servir 100 repas avant que Fullsoon soit déployé et les achats qui sont effectués pour servir 100 repas après que Fullsoon ait été déployé. Donc, ça va te D'accord. permettre de savoir déjà la quantité moyenne d'ingrédients que tu achètes avant que Fullsoon soit déployé et la quantité moyenne d'ingrédients que tu achètes après que Fullsoon soit déployé. Et ensuite, on travaille aussi avec des autres solutions qui, en fait, c'est des caméras qui sont posées devant les poubelles et qui permettent de mesurer déjà la quantité de nourriture qui est jetée et ce qui est jeté dans la poubelle. Et tu as des solutions comme Kikleo, comme WeNow qui font ça. Et nous, derrière cette donnée-là, ça nous permet de voir un peu l'impact que nous, on peut avoir et les ajustements des commandes qu'il faut effectuer. Ouais. Donc, un mois, enfin, quelques temps avant de commencer, ben, vous mesurez consommation, enfin, voilà, si les poubelles sont chargées, sont pleines, etc. Ouais, alors ça en fait c'est même une fois qu'on a déployé, en général on récupère les bons de commande qui ont été passés avant que Fullsoon soit déployé. Donc déjà Ouais, ça nous permet de faire un peu une baseline, d'avoir une baseline ouais, que nous on peut améliorer. Et ensuite ouais, en analysant en fait les volumes qui sont jetés dans la poubelle, nous ça nous permet de faire des analyses sur ok, bah, quel est notre impact auprès du restaurateur. ouais. Et comment, enfin, vous avez accès à toutes les données de bons de commande? Parce que comme tu disais, parfois les gens vont chez Métro, ce genre de choses, où ils jettent les tickets, enfin, ils doivent tout garder de toute façon pour la compta, Ouais, mais en après, c'est pour physique. ça que Ouais. nous, en tout cas, dans un premier temps, on s'adresse plus
à de la restauration chaînée, franchisée, Ouais, où c'est bien des structures organisé. qui sont un peu Hmm. plus, ou des structures qui sont un peu plus grosses, où enfin, tu as déjà un peu un tout petit peu d'organisation, ou même si tu n'as pas cette organisation-là qui est faite, parce que Full Suit, ben, justement, ça aide à la structuration, ça aide à la création des fiches recettes, à la création, à la Hmm. structuration. En fait, le minimum, c'est d'avoir la volonté de le faire. Et à Hmm. partir du moment où il y a la volonté et la motivation, derrière, les restaurateurs, ils sont partants pour se lancer. Ok. Ah, c'est génial. Donc ça fait à peu près quoi? Ça fait 2 ans, 1 an ou deux que vous avez commencé cette aventure? Ça, c'est récent. C'est ça. Ben, moi, j'avais commencé l'intrapreneuriat en septembre 2021. Mhm. En septembre 2021. Et ensuite, on a lancé Full Soon. Officiellement, on a créé la boîte en février 2022. Mhm. En février 2022. Et ensuite, il y a eu toute une période de R&D pour ben, construire la solution, faire de la recherche pour avoir des algos les plus performants possibles, construire une plateforme. Et on a commencé vraiment la commercialisation de l'outil ben, en février 2023. D'accord. Je pense que le concept, la thématique du gaspillage alimentaire, c'est quelque chose, tout le monde est conscient de ça. Tout le monde sait qu'on gaspille, même quand nous, on va au resto, on va manger ou à la maison, en cuisine, chez les musulmans ou non musulmans d'ailleurs, hein. Et d'ailleurs, c'est une thématique qui revient souvent pendant le ramadan chez les musulmans. Beaucoup de gaspillage. J'enchaîne sur ça parce que tu as parlé de saisonnalité plutôt, donc tu regardais un peu les infos qui viennent par-ci, enfin, pendant l'année, Coupe du Monde, Ramadan, etc. Tu as des chiffres par rapport au Ramadan en particulier, par rapport à la consommation, euh, qui- par rapport à cette période-là en particulier? Non, je t'avoue qu'on n'a pas fait des études spécifiques sur le Ramadan en particulier. En fait, ce qui impacte beaucoup pendant la période du Ramadan, c'est la consommation. Elle reste identique en termes de volume, mais en fait, elle est Mhm, shiftée parce que souvent, les horaires des restaurants dans des lieux où ben, le ramadan est pratiqué, souvent les horaires changent. Donc en fait, au lieu d'être ouvert à partir de 11 heures la journée, ben, ils vont ouvrir à partir de 18-19 heures et ils vont rester ouverts jusqu'à 4-5 heures du matin. Donc mhm, ça, je pense typiquement au resto dans le Middle East, au Maghreb ou en Asie du Sud-Est, où justement en fait on observe un peu ce shift en termes de volume. Après, peut-être que je me trompe, hein, j'ai pas toutes les données en tête, mais je sais que quand j'avais jeté un œil, c'était plus un shift en termes horaires plutôt qu'en termes de volume. ouais, d'accord, ça, bah, c'est intéressant. Et au niveau pour l'avenir, comment est-ce que tu projettes Full Soon? Est-ce que il y a des choses que vous voulez ajouter? C'est quoi la roadmap pour vous? Ouais. Alors nous, c'est vraiment on veut construire une plateforme déjà de 360 pour les restaurateurs. Donc là, pour simplifier la vie des restaurateurs dans tous les secteurs qui leur posent problème. Donc là, déjà, on a fait un super travail sur la partie automatisation de l'inventaire, de la gestion des stocks, du passage de commandes vers le fournisseur, pour une visibilité sur ce qui se passe dans le futur. Euh, Maintenant, il y a encore pas mal de choses à faire dans le monde de la restauration, que ce soit les prédictions ben, dans d'autres domaines sur le RH, etc. Donc il y a pas mal sur les ressources humaines et sur le staffing, donc il y a pas mal de choses qui sont à faire qui sont à faire là-dessus. Et après, déjà, il y a une grosse étape, ça sera, ben, je l'espère, et en tout cas, on en a l'ambition, c'est l'internationalisation. Mhm. Aujourd'hui, en fait, on accompagne des clients français mais qui sont présents à l'international. Donc, très rapidement, on a commencé à déployer Full Soon à l'étranger. On a eu un travail qui a été remarqué. On a été invité à la Maison Blanche pour présenter Ouais, la solution. Donc, on a une vraie notoriété, entre guillemets, qui est en train de se créer, une vraie légitimité qui est en train de se créer dans ce domaine-là. Donc, il faut vraiment qu'on réussisse à poursuivre ça et ben, devenir, j'espère, un jour le leader mondial sur notre secteur. ouais, d'accord. Moi, j'ai vu que Inch'Allah. vous avez été invité à la Maison Blanche. C'était comment l'expérience? Ben, c'était hyper impressionnant.
C'était vraiment, c'était une expérience incroyable. En fait, on a eu l'occasion du coup de présenter le travail qu'on a fait avec les restaurants français, les différents acteurs privés et publics en France. Et les États-Unis, c'est le pays par excellence Hyper consommateur. qui est hyper consommateur et qui gaspille énormément de nourriture. Mais en fait, le gaspillage alimentaire, ça a été nommé parmi une des priorités par l'ONU pour 2030. Parce qu'en fait, en termes, le gaspillage alimentaire, c'est pas seulement un impact entre guillemets social et économique, c'est aussi un énorme impact écologique. Parce qu'en termes de pollueurs, si on disait que le gaspillage alimentaire c'était un pays, ça serait le troisième plus gros pollueur derrière les États-Unis et la Chine. Wow. Donc, il y a un énorme enjeu écologique dessus. Donc, derrière, il y a des pays, même comme les États-Unis, qui commencent à prendre à traiter le sujet. Il y a un énorme travail à faire. En tout cas, il y a un vrai marché à aller saisir là-bas. Ouais, c'est génial. Euh, le gaspillage alimentaire, c'est quelque chose de très sérieux en islam. On a tous entendu les recommandations, les récits prophétiques, etc. Même le gaspillage, même dans le Coran, etc. Est-ce que cette partie-là t'inspire aussi dans ce que tu fais, te motive? Ouais, énormément, énormément, énormément. Euh, Moi, il y a toujours je sais pas si j'ai jamais vérifié si c'était un indice dont la chaîne de transmission était vérifiée ou pas, elle était sûre ou pas. Mais en tout cas, moi, c'est une histoire qui m'inspire énormément. Bon, je m'excuse si je la retranscris pas dans les 100% Mot pour mot, dans, ouais. mot pour mot, mais en tout cas, ce que j'en ai retenu, c'était qu'il y avait un homme qui était venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui lui avait dit, oui, j'ai trop d'argent, en fait, et j'ai peur que ces richesses-là, ces bienfaits-là, ils témoignent contre moi le jour du jugement. Et à ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, ben, écoute, mange du riz, mange énormément, mange du riz, mange énormément de riz. Et du coup, il était un peu surpris, il était reparti. Et derrière, il y a eu une autre personne qui est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui lui a dit, j'ai aucune ressource. J'ai plus rien. En tout cas, j'ai très peu de ressources. Comment est-ce que je peux augmenter mon risque, mes revenus? Il lui a dit, mange du riz. Et les compagnons du prophète sallam, ils étaient un peu surpris. Ils lui ont dit à quelqu'un qui est venu le voir, qui disait qu'il avait trop de richesses, tu lui as dit mange du riz. Et celui qui avait aucune ressource, tu lui as dit mange du riz aussi. Et il a dit parce que celui qui a trop de richesses, en fait, il va manger du riz en abondance et du coup, il va en laisser. Et celui qui en a pas, il va manger jusqu'au dernier grain. Et en fait, dans chaque assiette, il y a un grain de riz dans lequel il y a la baraka. Donc, Hmm. celui qui en a énormément, il va en laisser et un jour, il va rater ce grain de riz-là. Et celui qui en a pas, ben, ce grain de riz-là, il va pas le rater. Et à un moment ou un autre, il l'aura et il va attraper, il va avoir la baraka dessus. Donc, est-ce que c'est vérifié à 100%? Je ne sais pas, mais en tout cas, moi, ça m'a toujours marqué en me disant que dans chaque plat qui est servi, il y a de la baraka. Dans chaque Hmm. plat qui a été servi, chaque nourriture, chaque légume qui a été poussé, Ouais, chaque animal qui a donné sa vie pour qu'on puisse se nourrir, en fait, il a été fait pour un but précis, c'est qu'on puisse se nourrir. Donc, il n'a été pas fait pour qu'on le jette. Donc, en fait, ouais. moi, quand j'ai lancé Full Soon, mon objectif, c'était sauver un morceau de pain. Moi, je me suis Hmm. dit, si j'arrive à sauver un morceau de pain, j'ai rempli ma mission. Donc, et ça, ces valeurs-là, ben, D'accord. c'est clairement quelque chose que j'ai récupéré enfin, des valeurs islamiques. Ouais. Ouais, on nous dit souvent qu'il faut toujours terminer sa nourriture parce qu'on ne sait pas où est la baraka, comme tu dis, où est la bénédiction. Exactement. C'est vrai que pour nous, enfin, la plupart d'entre nous en Occident qui avons, voilà, par rapport à d'autres pays beaucoup plus pauvres, en général, on a de quoi manger quand même, même si c'est pas le cas pour tout le monde.
Et on est souvent coupable voilà, de pas terminer de surconsommer en tout cas, de pas terminer ses assiettes, de Exactement. surconsommer, etc. Et moi le premier, hein, moi le premier, je suis coupable et que Dieu nous préserve, que Dieu nous pardonne pour ça. Amin. Amin. Alors je vais arriver sur les questions de la fin, Hassan. Mais avant ça, est-ce que tu as quelque chose que tu souhaiterais ajouter, celui sur lequel on n'a pas discuté ou quelque chose que tu voudrais mentionner? Non, par contre, là, je peux donner un conseil, hein, parce que ça, on me pose énormément la question Mhm. sur LinkedIn. D'ailleurs, n'hésitez pas si n'importe qui a une question, souhaiterait avoir une mise en relation ou quoi que ce soit Ouais, sur LinkedIn, avec plaisir pour la réaliser. Mais on me pose souvent la question de commencer d'entreprendre en famille. ouais, Commencer d'entreprendre en famille parce que nous, on a lancé la solution avec mes deux sœurs. Et ben, ça, je le vois beaucoup, hein, énormément de cas d'entreprises qui sont lancées en famille, surtout hein, dans notre communauté. Et en fait, pour moi, le secret d'une bonne collaboration, c'est au début de la collaboration, c'est de faire un pacte d'actionnaires hyper détaillé et mhm, à l'écrit, qui est signé par ben, tous les associés et encore plus si c'est des membres de la famille. ouais, Qu'est-ce que c'est qu'un pacte d'actionnaires? C'est les droits, devoirs et responsabilités de chacun au moment de lancer son entreprise. Enfin, en général, quand on lance une entreprise, souvent, ben, on est encore en poste salarié, euh, salarié ou pas, hein, mais du coup, on commence un peu en side business pour avoir un jour en espérant que que ça ça décolle. débouche sur Mhm, que ça décolle et que ça débouche sur une activité à plein temps. Mais du coup, cette période-là, elle peut être un peu tendue dans le sens où ben, chacun a sa vie. Il y en a qui vont se lancer, qui vont lancer leur boîte, et après ils vont se marier, ils vont avoir des enfants. Du coup, ils vont pas forcément consacrer le même temps à la boîte et ça peut créer ouais, des frictions. Donc, le mieux pour ça, c'est en fait de tout mettre par écrit, de dire ben voilà, toi tu vas avoir tant de pourcents, mais il faut que tu consacres tant de temps à la boîte. Si demain tu consacres un peu moins de temps, ben voilà, on réduit tes parts dans la société, ou tu t'engages à passer à plein temps, poser ta dème, etc. sous un an, sous 2 ans. mhm, Si tu le fais pas, en fait, ben, tu sors de l'association, tu renonces à tes parts ou on te rachète tes parts pour un certain montant. En tout cas, tous ces scénarios-là, il faut les prendre en compte avant, au moment de se mhm, lancer, parce qu'en fait, quand tu te lances, c'est là où ben, les relations sont censées être le meilleur. Le mieux, en ouais, général, on hésite un peu à aborder ces sujets-là, mais au contraire, si on n'est pas en capacité de les aborder au début, quand tout va bien, c'est pas forcément, ça veut dire que c'est pas pas bon forcément les signe. bonnes personnes avec lesquelles on veut lancer ça. En tout cas, Mhm, ça, c'est un vrai conseil que je donne aux personnes qui veulent se lancer, d'avoir un pacte d'actionnaire, de le mettre par écrit, de le signer. mhm, Et ben, derrière, ça va poser des bonnes bases de communication pour le reste de l'aventure. ouais. Moi, je suis d'accord avec toi, c'est quelque chose qui peut être enfin, difficile à mettre en place parce que en général, quand on commence, tout est rose, tout est joli. Exactement. Pourquoi perdre du temps sur ces détails? Mais en réalité, voilà, pour être professionnel et pour le bien de tous, c'est probablement la meilleure décision à prendre. Et par contre, c'est vrai que comment tu t'es organisé toi pour ça? Est-ce que comment je t'ai fait accompagner? Tu es allé voir un avocat, un spécialiste, ou vous l'avez fait tout seul? Ben alors, moi, il y a une de mes sœurs qui s'est lancée, qui était notaire, D'accord, ouais, ça facilite. qui a vendu son étude notariale pour qu'on puisse financer nos débuts chez Fullsoon. Donc, on a eu la Son chance étude, c'est d'avoir ça, un une sorte de Misbah. licence? C'est quoi? C'est ça. En fait, une étude notariale, c'est un peu un cabinet dans Ouais. lequel en fait, les notaires ont le droit de signer des actes notariés. Et Hmm, en fait, c'est hyper compliqué en France parce que ben, tu peux pas ouvrir une étude comme ça. Il faut soit que tu rachètes une étude enfin, il faut que tu rachètes ouais. une étude qui est déjà ouverte. Et en fait, en général, en France, ça se fait par tes rites de l'étude de tes parents. Du coup, Hmm. c'est un milieu qui est hyper fermé. Comme les chauffeurs de taxi. Et Ça se vend, enfin, ils vendent leur.
Ouais, ils vendent leur licence, mais c'est ça, C'est mais encore plus dur. fois 10. Fois 10, fois 1000, une étude notariale, hein, ça coûte hyper cher. En moyenne, c'est le million d'euros. Ouais. Enfin, une bonne étude qui marche bien. Donc, et en fait, il y en a très peu sur le marché. Il y en a très peu sur le marché parce que tu peux pas en ouvrir n'importe où. Tu peux pas ouvrir n'importe où. C'est vraiment hyper réglementé. C'est un peu comme Hmm. entre guillemets, une préfecture. Enfin, tu en as une par ville ou par nombre d'habitants. Donc c'est hyper réglementé et ben, ouais, Miss Bell avait sa propre étude et elle l'a vendue pour lancer Full Soon. Et quand du coup, elle avait cette expérience-là, elle avait ce recul-là, des successions Hmm. qui se Elle a passent pas vu hyper le bien, drame. des familles qui se déchirent pour des histoires dessous. Donc elle Ouais. avait assez de recul pour nous éviter ces pièges-là et construire un bon pacte d'actionnaires quand c'est lancé. Génial. Non, ça, c'est vraiment utile. Très bien. Bah écoute, on va passer sur les questions de la fin. Quelle est la compétence qui t'est la plus utile dans ton quotidien? La compétence qui m'est la plus utile dans mon quotidien, ça c'est une très bonne question. Alors pour le coup, c'est une compétence que je n'ai pas forcément, mais sur laquelle je travaille. Surtout quand on lance une boîte, on a besoin d'être exemplaire pour toutes les personnes qui sont dans notre équipe. C'est Ouais. la rigueur. C'est la rigueur. C'est quelque chose sur lequel je travaille énormément. Parce que typiquement, ma sœur Teiba, elle est hyper rigoureuse. Donc, Mhm. tout est hyper carré quand elle fait quelque chose. Moi, je préfère qu'une chose soit faite plutôt elle soit délivrée en retard. Donc, Mhm. même si c'est pas 100% fait, je préfère le rendre rapidement plutôt que d'attendre. Euh, mais c'est vrai que avoir quelqu'un qui est hyper rigoureux, qui va rien laisser passer, qui va pas laisser un mail sans réponse, qui va pouvoir bien suivre chacun des contrats, suivre chacune des discussions qui sont déclenchées, ça pour moi c'est hyper important. Et après ça pour le coup, une compétence qui pour moi est hyper importante quand tu lances une boîte et que du coup tu recrutes des gens, tu construis une équipe, c'est la capacité, une bonne capacité d'écoute. Ouais. Une bonne capacité d'écoute est en capacité ben, justement à écouter les personnes avec lesquelles tu travailles, même si elles peuvent avoir beaucoup moins d'expérience que toi, ben, c'est pas forcément pour ça qu'elles vont pas avoir des meilleures idées que les tiennes. Euh, D'avoir une capacité d'écoute de remise en question quand on remet en question tes process, quand on remet en question ta stratégie, quand on remet en question tes décisions, il faut savoir les écouter. Et en général, plus on écoute, moins on parle, et moins on parle, euh, quand on prend la parole, on est écouté. Je ne sais pas Ouais. si c'est clair et Ouais, non, cohérent ce que je j'ai dit, comprends, bien sûr. mais, euh, mais voilà, Ouais. Non, non, mais bien sûr, ça prouve que voilà, on a écouté enfin, ce que la personne avait à dire, elle est beaucoup plus enclin à écouter derrière. exactement. Donc voilà. Qu'est-ce que tu préfères, toi, dans ton travail? C'est quoi la chose que tu préfères? Moi, ce que je préfère, c'est de travailler avec des gens que j'aime. Euh, enfin, une des Vous êtes décisions combien? aussi qui... Vous êtes à trois ou vous avez embauché? Non, là, on est une quinzaine à peu près. D'accord, machin. Là, on est une quinzaine à peu près. Et en fait, ben, moi, quand j'avais commencé à bosser, je me suis rendu compte que je passais plus de temps avec mes collègues qu'avec ma famille. Du coup, pour moi, enfin, il fallait que je bosse avec des gens avec lesquels je m'entends bien. Ouais. Et du coup, là, avoir la possibilité de bosser avec ben, littéralement ma famille. Et puis, ben, j'ai recruté des super bons copains à moi. Donc avoir la possibilité, en fait, tous les jours, je viens au travail, c'est comme si je bossais et je voyais mes meilleurs potes. C'est Trop comme si on bien. rigolait, on faisait un projet d'études. En fait, c'est comme si tu faisais ton projet de master avec tes potes. Tu Ouais, lances ça, c'est un peu la même ambiance, quoi. trop bien, trop bien. Ok. Est-ce que tu as une routine régulière qui revient, enfin, que tu fais régulièrement tous les jours, peut-être toutes les semaines, qui t'aide à garder l'énergie, garder la pêche?
à progresser et à garder de l'énergie, ben pour moi, déjà, c'est surtout quand on lance une entreprise, c'est hyper stressant. Vraiment, il y a un niveau de stress que j'ai jamais eu auparavant. Là, d'ailleurs, je commence à perdre mes cheveux avec encore plus depuis que j'ai lancé Full Soon. Mais du coup, c'est hyper important en fait d'avoir des garde-fous qui vont te permettre de garder un peu les pieds sur terre et de te rappeler qu'en fait, ben, le travail, c'est pas forcément une finalité en soi, que c'est pas forcément un but. Donc, moi, mon garde-fou, c'est ma famille. En premier lieu, ma femme. Ben, qui me rappelle et qui me donne un peu un cadre pour me rappeler que c'est important de consacrer du temps à sa famille, c'est important de consacrer du temps à son épouse, à ses parents, à ses frères et sœurs, ses neveux, ses nièces. Euh, Parce que comme ça, toi, ça te permet de déconnecter aussi. Mm. L'association aussi, ben, moi, ça me permet de garder les pieds sur terre. Et ça, pour le coup, c'est vraiment incroyable. Le fait de toute la semaine être dans ses problèmes, de se dire qu'en fait c'est la fin du monde. Et puis le soir, tu vas faire une maraude et puis tu te rends compte qu'en fait, ben, il y a des gens qui sont littéralement dehors sous la pluie, qui ont rien à manger. Là, tu relativises tes problèmes et ça Ouais, te permet d'encaisser bien mieux les montagnes russes émotionnelles que peuvent être l'entrepreneuriat. ouais, ok. Non, c'est vrai que être au plus proche de ceux qui sont dans le besoin, soit alimentaire ou autre, ça permet vraiment de relativiser par rapport à nos situations, quoi. Ah, ça, c'est clair. Est-ce que tu as une recommandation, une référence, peut-être une vidéo, un livre, quelque chose qui t'a marqué, peut-être récemment ou il y a longtemps, que tu souhaiterais recommander? Quelque chose qui m'a marqué récemment. Euh, Quelque chose qui m'a marqué récemment, un livre. Alors moi, j'ai toujours un film euh, que je cite, et un film que je cite parce que c'est une scène qui est vraiment incroyable. C'est dans Batman Dark Knight Rises. Mhm. C'est dans Batman Dark Knight Rises. Enfin, j'adore cette scène-là. Où en fait, il y a Batman qui est dans une prison au fond d'un trou. Je sais pas si tu as vu le film ou pas. Ouais, alors je sais plus les titres et tout ça, mais je les ai vus, les Batman récents, donc Tu sais, c'est le celui avec Batman où qui? il y a le mec avec un masque qui est là, qui vient détruire Gotham, qui Ouais, capture Batman et qui ok. le fout dans une Qui respire prison au avec un fond d'un masque, trou. ouais. Ouais, il le Hmm. fout dans une prison au fond d'un trou. Ouais, Et en ouais, fait, quand il est dans la prison, le seul moyen de s'en échapper, c'est de grimper les parois de la prison. ouais. Et en fait, à un moment, il faut sauter entre deux pierres et l'espace est énorme entre les deux pierres. Et du coup, tu as Batman qui est là, qui s'entraîne à fond, il fait des abdos, des tractions, il s'entraîne à mort. Mais en fait, à chaque fois qu'il va sauter, il s'attache une corde autour de la taille, il y a un autre prisonnier qui tient la corde. Lui, à chaque fois, il essaie de sauter et il n'arrive jamais à à Hmm. atteindre l'autre bout du rocher. Et là, tu as l'ancien, il commence à être hyper frustré et tu as l'ancien de la prison qui lui dit, mais tu sais il y a une petite fille qui est née dans la prison, parce que sa mère était dans la prison, elle est née dans la prison, et elle a réussi à faire le saut. Et il a dit, mais comment elle a réussi à faire le saut? Il a dit, la peur. C'est grâce à la peur qu'elle a réussi à faire le saut. Et il a dit, mais moi, j'ai pas peur. J'ai peur de rien. Et il a dit, mais en fait, justement, c'est ça. C'est parce que tu n'as pas peur que tu n'arrives pas à faire le centimètre en plus. Il a dit, mais comment je peux avoir cette peur-là? Il a dit, en enlevant la corde. Parce que quand tu n'as plus la corde, là, c'est une question de vie ou de mort. Et du coup, c'est ça qui va te permettre de faire le mettre en plus, les quelques centimètres qui te manquent, et de rattraper la pierre d'après. En fait, pour Hmm. moi, ça représente tellement bien l'entrepreneuriat, parce qu'en fait, pour moi, tu peux réussir le meilleur moyen de réussir, c'est de sauter sans filet. Quand Hmm. tu n'as aucune autre solution que de réussir, que tu as un problème, eh ben, je t'assure que si tu n'as pas de filet, tu vas trouver la solution. Tu vas trouver la Hmm. solution.
Donc, Batman Dark Knight Rises, un film incroyable pour moi, Tu pour m'as ceux qui veulent se replongé lancer dans dans la l'entrepreneuriat. scène là. J'étais entre Batman et Full Soon. Excellent. Bah, écoute, Hassan, je te remercie. Dernière question. Donc, tu disais tout à l'heure, si j'ai des questions, ils peuvent te les poser. Ils peuvent te les poser où? Sur LinkedIn, et pour vous suivre aussi, pour suivre l'aventure Full Soon. Ou même s'il y a Ouais, des. Est-ce que c'est ouvert, du coup, Full Soon au petit commerce du coin ou pour l'instant, c'est que les chaînes, ouais. etc. Non, c'est ouvert aux petits commerces du coin. Maintenant, nous, on va pas aller les chercher. Mais s'il y en a Mhm. qui sont intéressés, avec plaisir pour présenter. Ben déjà, pour ceux qui veulent une démo de l'outil, qui sont intéressés par l'outil, vous pouvez nous contacter sur notre site internet, donc fullsoon.co, CO, ou sinon nous suivre sur notre page LinkedIn. Fullsoon sur Fullsoon sur LinkedIn et si vous ou sur Instagram aussi Fullsoon officiel. Et si vous avez des questions plus sur l'entrepreneuriat, si vous voulez avoir des conseils ou des mises en relation, des personnes qui pourraient être intéressantes, n'hésitez pas à me contacter directement sur LinkedIn ou sur ma page Instagram chaudari.hassan.ali. Puis je vous Excellent. répondrai. Ok. Bah, je mettrai tout ça en description, Inch'Allah. Hassan, je te remercie beaucoup pour ton temps, pour ton partage d'expérience. Écoute, Je te avec souhaite le meilleur. plaisir. Je demande à Dieu qui mette la bénédiction justement dans ton projet, euh, Amin, amin. tout comme il le met dans le grain de riz dont tu parlais, donc la nourriture. Que Dieu facilite, qu'il fasse en sorte que tu puisses aider, que tu puisses réduire justement cette surconsommation et participer au bien à ce niveau-là. Amin, amin. Merci, merci beaucoup pour ton invitation. C'était un plaisir d'échanger avec toi. Je te retourne les doigts, qu'Allah te mette la baraka, que ce soit dans ta vie personnelle, professionnelle ou dans le podcast. Et puis, ben, j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir bientôt, Inch'Allah. Ouais, c'est sans aucun doute. Quand je repasse sur Paris, je te tiens au courant, Inch'Allah. Avec plaisir. Salam alaikum, Hassan. Allez, alaykoum salam. Si cet épisode t'a plu, je te propose de le partager à 3 personnes de ton entourage, à noter le podcast 5 étoiles sur Apple Podcast et à invoquer Dieu pour qu'Allah mette la baraka dans cette initiative. À bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum.